Donc aujourd'hui, je suis venu vous parler de l'identification de Joachim du Bellay à Notre-Dame de Paris, sa tuberculose méningée, ses traitements, ses poèmes. Donc je vais vous présenter un élément général, si vous voulez, sur le contexte qui m'amène à parler effectivement de la tuberculose et de ses traitements et de ses poèmes. Et je n'aborderai pas tout la problématique de Joachim du Bellay, ni la problématique de Notre-Dame, d'accord ? Je vous renvoie à mon ouvrage, mais j'ai voulu aujourd'hui, si vous voulez, me centrer sur effectivement des questions qui intéressent plus spécifiquement l'IHU et qui sont effectivement des questions médicales, et savoir aussi, si vous voulez, en quelque sorte, en quoi ce qui relèverait finalement d'une histoire de la médecine, d'accord, pourrait intéresser les praticiens d'aujourd'hui. Parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse, parce que si c'était, je dirais, uniquement quelque chose qui soit une collection de papillons, ça irait pas trop loin. Alors, à la suite de l'incendie de Notre-Dame, des fouilles ont été organisées par l'Institut national de recherche en archéologie préventive, fouilles dirigées par Christophe Beignet, d'accord, et à la croisée du transept de Notre-Dame. Donc la croisée du transept, c'est l'endroit où le grand axe de Notre-Dame croise le petit axe. Je vais vous montrer une photo. 2 sarcophages en plomb ont été trouvés. Le premier était un sarcophage en plomb qui était celui d'Antoine de la Porte, un chanoine. C'était très simple parce que c'était marqué dessus, si vous voulez. Il y avait une plaque tombale, enfin tout ce qu'on peut imaginer, des indications sur le cercueil, des médailles, etc. Et à côté, il y avait ce cercueil que vous voyez qui est sans indication et qui réoccupe une tombe ancienne. Et la question qui s'est posée dès le départ, si vous voulez, c'était de savoir qui c'était, pourquoi, parce que ici vous avez son emplacement dans Notre-Dame actuelle, pour ceux d'entre vous qui l'ont visité, pour les autres, je vous encourage à y aller parce que c'est vraiment un lieu qui a été restauré de façon magnifique, c'est absolument splendide. Vous avez l'endroit où il y avait cette tombe, vous voyez, on est à la croisée du transept, et on est à la croisée du transept, là on est face au chœur, mais il faut penser que le chœur des églises et des cathédrales était entouré, à l'époque qui va nous intéresser, de ce qu'on appelle un jubé, c'est-à-dire un mur qui entourait le chœur, ce qui fait que les croyants n'avaient pas, enfin, ou en tout cas les fidèles plutôt, qui n'étaient pas membres du clergé, ne voyaient pas la messe. D'accord ? Ils pouvaient l'entendre, puisqu'elle se passait derrière un mur, mais ils ne l'entendaient pas, et lors des inhumations, seuls les évêques et archevêques avaient droit d'être inhumés dans le chevet, si vous voulez, protégés par le jubé, et tandis que les chanoines qui s'occupaient de la cathédrale, eux, pouvaient être enterrés autour de cet endroit, ou dans les chapelles latérales. Et la question qui se pose, c'est que là, on était face à un endroit qui était très sacré, si vous voulez, ou a priori très sacré, puisqu'on a le grand axe qui croise le petit axe, et pour vous donner une idée, Antoine de la Porte était un chanoine, mais il avait été enterré presque sous la porte du jubé, donc en fait, il voyait, si vous voulez, le chœur, ce qui pour les croyants à cette époque était quelque chose qui était très important. Et donc, la découverte, si vous voulez, à Notre-Dame d'un sarcophage en plomb, pour lequel on n'avait pas d'indication, d'accord, posait un problème, et donc l'INRAP nous a demandé à Toulouse, justement, d'étudier ces squelettes, ce qui a été fait en commun avec les équipes de l'INRAP, d'accord, donc avec les équipes de Christophe Beignet, mais aussi avec les équipes du CHU de Toulouse, notamment l'Institut de médecine légale dirigé par Norbert Telmont. Alors, si vous voulez, une des questions qui s'est posée, c'était d'identifier le sujet. Et alors, identifier le sujet comment ? Il fallait recréer en fait une histoire de vie du sujet à partir de ses restes osseux, d'accord ? Ensuite, confronter ce qu'on avait trouvé aux données historiques, et ensuite, si plusieurs sujets étaient retenus, quelle était la probabilité d'attribution, si vous voulez, à un sujet historique connu de ces restes. En gros, ça marchait comme ça, c'était la problématique. Alors, il y a eu, si vous voulez, plusieurs problématiques qui ont été mises en œuvre, d'accord ? Je dirais, premièrement, une problématique d'identification que je vais vous présenter. Deuxièmement, ce que je ne présenterai pas, et qui est, je dirais, une part importante des travaux que j'ai pu mener, qui était le fonctionnement de Notre-Dame à cette époque. Il faut penser qu'au XVIe siècle, Notre-Dame était une des plus grandes seigneuries d'Europe, d'accord ?
ils avaient des revenus immenses. Pour vous donner une idée, en dehors de ce qu'ils possédaient, il y avait par jour 170 messes à Notre-Dame, en dehors des grands messes, d'accord, dans les chapelles latérales. Donc tout ça faisait rentrer beaucoup d'argent. Et si vous étiez archevêque ou évêque de Notre-Dame, vous pouviez facilement devenir pape. Et si vous étiez chanoine, de toute façon, vous aviez beaucoup d'argent, d'accord. Donc il y avait beaucoup de, on parlait tout à l'heure de Da Vinci Code à Notre-Dame, c'était effectivement des luttes de pouvoir entre le roi, le pape, et des échanges d'argent sous la table, etc., pour accéder, si vous voulez, à Notre-Dame. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, parce qu'effectivement, d'une part, on est dans un temps restreint, et d'autre part, j'ai voulu je dirais, face à vous, parler de questions qui soient plus médicales, si vous voulez. Donc il y avait cette question, comment fonctionne Notre-Dame, et pourquoi le personnage qui va être Joachim de Bellay a pu y être inhumé, alors qu'il n'avait aucune raison d'être inhumé à Notre-Dame. Je ne reviendrai pas sur ces questions, si ça vous intéresse, si vous voulez, vous pourrez lire, ou je reviendrai faire quelque chose très historique, donc ce ne sera pas ici, ou alors vous vous reporterez au bouquin. En ce qui concerne l'identification, si vous voulez, c'est là que peut-être face à Michel et à tous les spécialistes, aujourd'hui je parlerai de façon très humble devant vous, si vous voulez, parce que je dirais même que ça me gêne de venir parler de tuberculose ici à l'UHU, si vous voulez. Mais toujours est-il que si on reprend le sarcophage, la première chose qui nous a surpris, si vous voulez, c'est que ce sarcophage était d'abord, ce cercueil en fait en plomb était trop grand pour le sujet, ce qui ne correspondait pas à l'époque, parce que normalement les cercueils en plomb étaient faits sur mesure, et comme vous pouvez le voir, le crâne avait été scié. D'accord ? Or, comme le crâne avait été scié, dès que nous l'avons eu en main, si vous voulez, il s'est avéré qu'il y avait une réaction périostée sur la base du crâne, d'accord, sur le corps de l'occipital, et avec une mousse osseuse qui signait une réaction en phase active. Par ailleurs, il y avait une lésion cervicale qui était très évocatrice de tuberculose. Il y avait une lésion lombaire qui, elle aussi, alors, était franchement évocatrice de tuberculose. Évocatrice de tuberculose chez l'adulte, ça veut dire qu'au niveau cervical, ce sont des petites lésions, et qu'au niveau lombaire, ça vous détruit pas forcément la totalité du corps. Et chose très intéressante, au-dessus de la lésion cervicale, on avait un piqueté de réaction périostée en phase active, qui signait, à mon avis, à l'époque, si vous voulez, certainement un abcès cervical au moment du décès du sujet. Et donc, à partir de là, si vous voulez, le diagnostic, en fait, semblait assez simple, d'accord ? Une tuberculose au cou, en bas du dos, une réaction périostée à cet endroit-là, ça signait une méningite chronique, et de toute évidence, on était face à une méningite chronique tuberculeuse, d'accord ? Et c'est ce qu'on avait. Par ailleurs, ce sujet, si vous voulez, avait des signes, c'était un cavalier, d'accord ? Alors quand vous faites du cheval, si vous vous tenez debout sur vos étriers, que vous en faites très tôt, vous allez avoir, vous savez, je parle à des gens qui connaissent un peu d'anatomie, donc on a la tête fémorale qui est comme ceci, elle va appuyer en fait sur le haut de la cavité cotyloïde et ça va l'ovaliser, surtout si vous en faites debout sur vos étriers et que vous êtes jeune et que vous en faites beaucoup. Et on avait une chance absolument, alors non pas incroyable parce que c'est le sujet, sinon on n'y serait pas arrivé. Ce qui nous gêne beaucoup actuellement en anthropologie, si vous voulez, c'est la détermination de l'âge des sujets. D'accord ? Ça c'est un grand élément. Une fois que la denture est en place, une fois que la dentition est en place, une fois que le dernier point d'ossification s'est soudé, l'extrémité interne de la clavicule se soude entre 25, des fois jusqu'à 30 ans, après ça devient très difficile. Or en fait, on avait un sujet dont l'extrémité interne de la clavicule était soudée et qui n'avait quasiment aucun signe d'arthrose. D'accord ? Alors ça, c'est assez exceptionnel. Tous les indicateurs classiques de l'anthropologie donnaient un âge entre 30 et 40 ans, et sans signe d'arthrose, si vous voulez, on peut être à peu près sûr qu'on avait un sujet aux alentours de cet âge. Donc un sujet masculin décédé aux alentours de 35 ans, avec une méningite chronique tuberculeuse, d'accord ? Pourquoi chronique ? Quand vous développez une réaction périostée, c'est que ça a mis quand même un peu de temps. Un cavalier, ce qui explique que lors de la première conférence de presse, on m'a dit comment vous allez l'appeler. Je n'allais pas l'appeler le tuberculeux de Notre-Dame, sinon je vendais aucun bouquin. Donc je l'ai appelé, je dirais de façon plus le cavalier de Notre-Dame, d'autant plus que comme il y a des religieux inhumés à Notre-Dame, on imaginait plutôt un laïc, si vous voulez, faisant du cheval, qu'un cavalier, encore ça. Et par ailleurs, il avait été autopsié, et ça c'est une belle découverte de Norbert Tellement et de son équipe. On se demandait, si vous voulez, s'ils avaient été embaumés. Alors embaumés, certainement, puisqu'on retrouve une fracture du manubrium sternal, ici, et ça c'est une fracture de manubrium sternal que j'ai retrouvée uniquement dans des cas d'embaumement. J'en ai retrouvé
un ou deux cas dans ma vie sur des sujets qui ont été embaumés et qui ont été, je dirais, mal embaumés, en tout cas par des gens qui n'y connaissaient pas. En fait, vous avez un cadavre devant vous, et si vous appuyez trop fort sur le manubrium sternal au moment où vous ouvrez l'abdomen, vous le cassez. D'accord? Bon, c'est un geste, mais en tout cas qui signait l'embaumement. Et là, entre part, on se demandait s'il avait été autopsié, et Norbert Helmont et son équipe ont bien montré que la façon dont le crâne avait été scié, si vous voulez, au niveau des autopsies, quand vous découpez le crâne, c'est pour observer le cerveau, d'accord? Vous découpez vers l'avant et au dernier moment, vous donnez un coup comme pour ouvrir une huître, si vous voulez, pour que ça saute. Et si vous n'êtes pas spécialiste, d'accord? Et là, c'était pas un spécialiste, il y avait beaucoup de coups d'attaque, de scie, la scie avait ripé plusieurs fois, et donc ce morceau avait sauté. Donc en fait, on avait, si vous voulez, un portrait robot de ce sujet, et avec ce portrait robot de ce sujet, en fait, je me suis demandé qui pouvait-il être. En fait, très rapidement, curieusement, les recherches, si vous voulez, qui ont été assez rapides, m'ont montré que Joachim du Bellay, poète fameux du XVIe siècle, d'accord, répondait à ce portrait robot. Alors pourquoi il répondait à ce portrait robot? Parce qu'il était décédé aux alentours de 35 ans. Je vous épargne les recherches bibliographiques pour savoir à quel âge il est décédé, à 35, 36 ou 37. Vous avez une explication dessus, mais il y a beaucoup d'historiens qui se sont, je dirais, battus sur ces éléments-là, parce qu'on n'a pas sa date de naissance exacte. Alors, dans ses poèmes, il donne des éléments, mais quand il donne des éléments, en fait, on s'aperçoit dans ses poèmes que parfois c'est pour que la rime soit exacte, curieusement. Donc il va dire « je suis plus âgé que toi », mais c'est pour que la rime soit exacte, et en fait, ça ne marche pas forcément. En tout cas, il était décédé aux alentours de 35 ans, si vous voulez. Depuis 1931, un médecin spécialiste de la phtisie pulmonaire avait dit que quand on regarde ses poèmes, il était vraisemblablement décédé de tuberculose, d'accord? Et je lis sur Wikipédia, d'accord, le soir même où je me dis c'est ça, qu'en fait, il était décédé de tuberculose, mais qu'il était sourd comme un pot, d'accord? Or, sourd comme un pot, j'avais quelques souvenirs, si vous voulez, qu'en cas de méningite chronique de la base du crâne, quand même, la première paire de nerfs crâniens est atteinte, c'est la 8. Et donc je me suis dit, il décède sourd comme un pot, avec une méningite chronique, une tuberculose, donc il y a de fortes probabilités que ce soit lui. La question qui se posait, effectivement, c'est, y avait-il un double biologique de Joachim du Bellay à Notre-Dame? Alors, j'ai refait sa biographie. Pourquoi j'ai dû refaire sa biographie? C'est que la biographie de ce poète est très peu connue. En fait, elle est très bien connue, si vous voulez. C'est un poète qui décède en 1560, et il est très connu de son vivant, premier entourage papal, premier entourage royal, d'accord, mais il est éclipsé par Ronsard, et en revanche, en 1569, il est véritablement à la mode, d'accord, la totalité de ses écrits viennent d'être publiés, puis ensuite, il disparaît lentement des mémoires. Au milieu du XIXe siècle, Sainte-Beuve, critique littéraire, le remet à l'honneur, et en 1870, c'est la guerre avec l'Allemagne. Après la guerre avec l'Allemagne, la France cherche des hommes jeunes ayant chanté la France et l'ayant défendue. Or, Joachim du Bellay, à ce moment-là, on se souvient d'un de ses poèmes des regrets, « Heureux qui comme Ulysse fit un si beau voyage », ou comme celui-là qui ramena la toison, et puis s'en revint d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge, et à la fin du poème, il dit « Plus mon Loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le bon palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. » Un homme parfait, il chantait la France, et donc il est remis à l'honneur, et Chamard qui était un professeur à la Sorbonne, fait sa thèse sur lui, il la publie en 1900, et il va, je dirais, mettre dans le marbre Joachim du Bellay. Et Chamard était prof à la Sorbonne, on était avant 68, en 1900, d'accord. Et donc, un de ses élèves, alors que le maître a 96 ans, et que son élève est à la retraite depuis longtemps, réécrit une biographie de Joachim du Bellay en disant que depuis le maître, on pourrait peut-être se demander s'il n'y a pas d'éléments nouveaux, mais que tant qu'il n'y aura pas de preuves, il n'y aura pas d'éléments nouveaux, si vous voulez. Donc, il est fossilisé, il n'y a que des auteurs anglais qui, eux, n'avaient pas de problème avec le CNU ou ce qui en faisait, je dirais, office à l'époque, avec le CNU français, écrivent en disant quand même Joachim du Bellay, c'est quand même assez étonnant. Et j'aime bien citer une femme
parce qu'elle a été oubliée, si vous voulez. C'était l'époque, en 1941, qui dit quand même aux Français, il faudra quand même qu'un jour vous intéressiez à Joachim du Bellay et to his sexual life, d'accord. On pensait déjà que peut-être Joachim du Bellay avait était un bisexuel, si vous voulez, et qu'il avait eu certainement plusieurs amants, mais les biographies officielles n'en avaient pas parlé. Simplement en 1912, un abbé qui avait fait une étude sur Joachim du Bellay disait « Beaucoup de gens disent qu'il est rentré chez lui après avoir quitté Bizet, mais enfin, Bizet était son intime, ils vivaient donc ensemble, donc il n'a pas pu rentrer de chez Bizet, puisqu'ils étaient ensemble. » Donc il y avait qu'un prêtre qui s'était, je dirais, soucié des relations de Joachim du Bellay en 1912. Donc il est orphelin très jeune, cadet de famille, c'est un cavalier émérite. Il va de Paris à Rome à cheval, 1600 km quand même. Il décède aux alentours de 35 ans, je ne reviendrai pas là-dessus. Et dès 1931, Roger Amsler, spécialiste de la tuberculose, fait un diagnostic de tuberculose sur la base de différents ouvrages et de certains poèmes que je vous ai indiqués ici. Sa fin, elle a été inventée par de nombreux biographes. Donc inventé par de nombreux biographes, il faut donc revenir aux sources, d'accord. Les sources sont très claires. Pierre de Pascal, 1560, avant qu'il décède, il devait entendre avec ses yeux et parler à ses amis et proches avec ses mains, d'accord. Donc il était totalement sourd. Jacques-Auguste de Thou, 1604, je ne reviendrai pas là-dessus. Jacques-Auguste de Thou était le neveu d'un oncle qui s'était occupé de la succession de Joachim du Bellay dans le cloître de Notre-Dame quand il est décédé, et Jean-Auguste de Thou commence son ouvrage en disant « Je vais vous livrer nombre de petits détails que j'ai appris comme ça par la famille, si vous voulez. » Et Jacques-Auguste de Thou dit « Il meurt paralytique », donc on est bien là-dessus. Et Pierre de Pascal, toujours le même, dit « Une grande quantité de liquide coulant dans sa gorge, il s'étouffa en peu de temps, ce qui est, pour les spécialistes de la tuberculose, ou bien, si vous voulez, une rupture caséeuse, mais peut-être aussi, il y a quelques cas décrits en médecine légale, une rupture d'abcès de son abcès cervical qui se rompt dans l'œsophage et qui entraîne donc un décès à ce moment-là. Plus intéressant, toujours dans le même style, 1596, 1560, 1596, bien après, Jean Bodin, philosophe français très connu, complètement éclipsé par Montesquieu, puisqu'il a écrit sur les origines de l'État, si vous voulez, mais Montesquieu fera mieux plus tard, et donc les Français ont tendance à oublier Jean Bodin, écrit un ouvrage de 400 pages, en latin, d'accord, l'année de son décès, et il ne cite qu'un homme, il cite Joachim du Bellay, qui, dit-il, décède d'une ébullition de sang avec encéphalose. L'année d'après, François de Fougerolles, médecin du roi, s'appuyant sur des données qu'il a pu recueillir auprès d'autres médecins du roi, à la faculté de médecine de Montpellier, si vous voulez, dit « Je vais traduire en français l'ouvrage de Jean Bodin, mais Jean Bodin, il dit en introduction, il dit plein de choses qu'on ne comprend pas. Donc moi, je vais vous les expliciter. Donc ce ne sera pas simplement une traduction. Et donc quand on arrive sur le propos de Joachim du Bellay, l'encéphalose, il traduit encéphalose par inflammation du cerveau. Ce qui veut dire que quelqu'un avait vu le cerveau de Joachim du Bellay. D'accord. Et donc, s'il avait vu le cerveau de Joachim du Bellay, c'est qu'il y avait eu une autopsie. D'accord. Or, Joachim du Bellay décède dans ce qu'on appelait le cloître de Notre-Dame, qui est un ensemble de maisons qui étaient à côté de Notre-Dame, où exerçaient la totalité des chirurgiens du roi, dont Ambroise Paré, qui venait d'autopsier 6 mois auparavant le roi de France, qui était décédé lors d'un tournoi où il avait eu une grave blessure à l'œil, et après plusieurs jours d'agonie, il était décédé, et on se demandait ce qui était arrivé à son cerveau. Vézal était venu à Paris pour l'autopsie, et ensuite Ambroise Paré avait suivi, donc ils étaient très intéressés par tout ce qui touchait le cerveau, et il est possible qu'à ce moment-là, ce soit Ambroise Paré qui est autopsié. On a plusieurs éléments que je cite dans le bouquin, si ça vous intéresse, avec notamment le fait qu'on a des rapports d'autopsie, pas celui-là, mais d'Ambroise Paré, qui arrivait toujours aux autopsies avec un aide, d'accord, et il disait à l'aide, vas-y. Donc ce qui explique les coups de scie hésitants et cet élément. Fin 19e, on a d'autres éléments qui sortent. Le décès de Joachim du Bellay est dit par apoplexie, d'accord. Donc ça apparaît au 19e siècle, vraisemblablement sur des sources que je n'ai pas réussi à retrouver. Et en fait, l'apoplexie au 19e siècle, c'était pas le
rectus du staphylé, comme on dit dans Spirou, d'accord, mais c'était l'apoplexie séreuse, c'est-à-dire une méningite chronique. Et l'ébullition du sang est traduite alors en congestion sanguine. Donc, en fait, si vous voulez, on se retrouve bien face à un sujet dont on a vu le cerveau et qui est décédé avec une méningite. Alors, il n'y a pas d'ADN de comparaison, faisceau d'arguments, ce qui fait qu'on se retrouve avec les critères d'Interpol, si vous voulez, ce qui a fait beaucoup jaser effectivement à la presse, parce que quand on vous demande est-ce que vous êtes sûr que c'est Joachim du Bellay, pour être sûr que ce soit Joachim du Bellay suivant les critères d'Interpol, il faut qu'on ait sa brosse à dents avec son ADN, et de l'autre côté son ADN à lui, et qu'on compare. On n'a pas la brosse à dents de Joachim du Bellay, rêve poétique, d'accord, et il n'a pas laissé de descendants, etc. Donc on ne peut se baser que sur un faisceau d'arguments. Vous les avez ici, d'accord, et ce qu'on sait, c'est qu'il a été inhumé à Notre-Dame. Vous pourrez lire ça dans le bouquin, depuis le 19e siècle. Celui, pour la petite histoire, qui a fait l'identification de Joachim du Bellay à Notre-Dame en lisant les éléments, était le grand-père du général de Gaulle, qui était un historien fameux, qui voulait étudier Notre-Dame, mais à l'époque, il a été doublé, non pas par un collègue du CNU, mais par l'équivalent, si vous voulez, qui lui interdit de le faire. Et 2 ans avant de mourir, il republie ça en disant « ouais, ils ont sorti le bouquin, mais en fait, ils ont oublié du Bellay. » Et il sort les preuves comme quoi ils ont oublié le Bellay. La question qui posait pour moi de façon plus rapide, c'est combien de sujets étaient inhumés au XVIe siècle à Notre-Dame et combien pouvaient avoir eu une décédé entre 25 et 40 ans, combien avec une tuberculose cervicale. Au XVIe siècle, on ne sait pas très bien combien en a été inhumé, mais en fait, il se pourrait qu'il y en ait guère plus que 150, d'après une thèse qui a été menée, ça fait il y a quelques temps, si vous voulez, déjà. Mais les archéologues disent peut-être qu'il y en a plus, 300 ou 400, on ne sait pas trop, si vous voulez. Combien entre 25 et 40 ans? On a 400 épitaphes à Notre-Dame, 85 avec un âge précis, 3% de sujets entre 25 et 40 ans. Aucune épitaphe ne fait mention d'un sujet qui décède entre 1500 et 1600, avec, dans la tranche d'âge de Joachim du Bellay. En fait, ne sont inhumés à Notre-Dame que des chanoines, d'accord, et tous ces chanoines sont âgés. Ils ont tous 50, 60, voire beaucoup plus. Antoine de la Porte, qui était l'autre, décède à plus de 80 ans, 82 ou 83 ans. Donc on a une chance, si vous voulez, c'est de trouver un sujet jeune parmi des sujets qui sont considérablement âgés. Ensuite, combien avec une tuberculose cervicale? Donc, vous savez, l'incidence de la tuberculose pulmonaire au XVIe siècle, elle a été étudiée par un collègue que vous connaissez bien ici à l'IHU, qui est Olivier Dutour, qui a sorti un article là-dessus, qui pense que l'incidence de la tuberculose au XVIe siècle, et notamment dans la région parisienne, était de 15 à 25%. Si on se relève à l'ensemble des ouvrages qui sont parus avant 1940 sur la tuberculose, d'accord, on voit qu'on a une incidence de la tuberculose osseuse en Occident, hein, je rappelle, parce qu'ailleurs ça peut être différent, qui était proche de 5% des tuberculeux. Je pense qu'aujourd'hui ça peut être pas changé, mais je dirais il peut y avoir des discussions là-dessus. Et la tuberculose cervicale, à la fin 19e, début 20e siècle, était 4% de tuberculose osseuse, ce qui nous donne un cas de tuberculose cervicale pour 2000 à 3000 sujets. D'accord ? Ce qui fait que la probabilité que ce soit Joachim du Bellay ou qu'il y ait eu un double biologique dans la cathédrale, si vous voulez, est très mince, et c'est vraisemblablement avec un faisceau de probabilité Joachim du Bellay, d'autant plus que dans ce décompte n'intervient pas la méningite chronique, parce que on ne sait pas combien il y avait de méningite chronique au 19e ou au début du 20e siècle, on reviendra là-dessus tout à l'heure, si vous voulez, ça on ne le sait pas, donc je n'ai pas pu l'inclure dans ces, je dirais, ce n'est pas des statistiques, c'est une pseudo-simulation, si vous voulez, je n'ai pas pu l'introduire, ça c'est un élément. Et d'autre part, il y a d'autres éléments qui interviennent, c'est sur son lieu d'inhumation, mais ça je vous ai dit, ça nous entraînerait trop loin et ça nous retirerait du sujet. Alors, certains collègues ont dit oui, mais les isotopes dentaires ne correspondent pas. Alors, les isotopes dentaires, qu'est-ce que c'est? C'est quand vos dents se développent. Vous savez comme moi que l'os est en perpétuel remaniement. Vous savez aussi que les dents ne sont pas en perpétuel remaniement, qu'elles se forment pendant la croissance. Et donc, au niveau notamment de la racine de la deuxième molaire permanente, on peut faire des isotopes, d'accord ? Et ces isotopes vont vous renseigner sur l'endroit où vivait le sujet, d'accord ? Quand sa racine était en cours de formation. Vous avez plusieurs types d'isotopes qui sont utilisés aujourd'hui. On a le strontium, d'accord, et le soufre et l'oxygène. Sur le strontium, c'est assez passionnant parce que sur le strontium, je reviendrai là-dessus si vous voulez, il
il a vécu dans le bassin parisien. Ça, c'est une première chose. Et sur le soufre et l'oxygène, il aurait plutôt vécu en Bourgogne. D'accord. Donc on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé, mais en fait, Joachim, sa famille demande qu'il soit inhumé à Notre-Dame, près de l'oncle qu'il avait élevé. Son oncle, c'est Louis du Bellay, archidiacre de Notre-Dame. Il est orphelin dès l'âge de 4 ans, et donc il est élevé par Louis du Bellay, archidiacre de Notre-Dame, qui va aussi élever son autre frère, du Bellay Jean, qui va devenir, lui, chanoine de Paris, d'accord, et qui d'ailleurs va s'inscrire à la faculté. Donc on a pas mal, sans avoir de données exactes sur Joachim, on sait qu'il est, au moment où il décède, la famille dit qu'il faut qu'il soit inhumé près de celui qui l'a élevé. Donc il a été élevé à Notre-Dame. Le strontium montre qu'il buvait de l'eau. Le strontium, il est essentiellement présent dans l'eau, montre qu'il buvait de l'eau de la Seine, enfin du bassin de la Seine, ce qui ne semble pas exceptionnel pour un Parisien de l'époque. Et la Bourgogne, si vous regardez bien, son oncle, à cette époque-là, du Bellay Jean, était cardinal, mais à l'époque, quand Joachim était petit, il était évêque de Paris. D'accord. Et en même temps qu'il était évêque de Paris, vous avez la carte de répartition de l'ensemble des abbayes qu'il contrôlait. Okay. Donc il contrôlait l'ensemble de ces abbayes, et on sait qu'il y avait plusieurs famines, etc., donc il ne semble pas exceptionnel, si vous voulez, de penser qu'il faisait venir une grande partie de sa nourriture, notamment la nourriture carnée de Bourgogne, quoi, je veux dire, de ces abbayes qu'il possédait. Ce qui pourrait, je dirais, de toute façon les isotopes ne nous renseignent plus, je dirais, donnent des détails a posteriori qu'a priori. Donc, une fois, si vous voulez, qu'on est tombé sur Joachim du Bellay, je suis à l'IHU, ici, pour vous parler de sa tuberculose méningée. Alors, j'ai reçu un mail, on m'a dit les étudiants participent, si vous voulez. Alors, je me suis permis de faire un rappel sur la tuberculose méningée, et je m'en excuse auprès de collègues qui sont certainement beaucoup plus forts que moi sur la tuberculose méningée. Au XIXe siècle, si vous voulez, la phtisie, c'est-à-dire la tuberculose, tuait beaucoup d'enfants, ça c'est une première chose, si vous voulez. Et chez les adultes, elle avait deux formes. Ou bien elle tuait très rapidement, mais on avait des formes chroniques, d'accord, et qui étaient très polymorphes. Elle est décrite à l'époque comme très polymorphe. Et ces débuts, d'accord, on avait à l'adolescence, vous avez une toux légère et sèche et quelques filets de sang minimes, d'accord, avec une petite perte de poids. Tout ça a été très 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 bien décrit par des auteurs à la fin du XIXe siècle, c'est assez remarquable. À la trentaine, lors d'une infection intercurrente, on a des crachats avec du sang, parfois plus fréquents, des douleurs thoraciques, la peau pâlit, sauf aux pommettes, la voix s'éraille, l'expectoration devient abondante, fièvre le soir, puis persistante, susceptible d'entraîner des vomissements. Ça, c'est ce qui, je dirais, donne... Et la faim, on a une soif intense, une diarrhée, une voix de plus en plus faible, la perte de poids s'intensifie, une faiblesse extrême, et parfois, disent les auteurs, une agitation nerveuse, parfois qui peuvent laisser les patients actifs jusqu'à, non pas leurs derniers instants, mais jusqu'à leurs derniers jours. La méningite chronique, un rappel sur la méningite chronique. La méningite chronique, c'est une réaction inflammatoire, d'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas la tuberculose elle-même, c'est une réaction inflammatoire. Et les chances de survie aujourd'hui, alors aujourd'hui la méningite chronique est essentiellement retrouvée chez des sujets qui sont porteurs du VIH, par exemple, d'accord ? Tandis qu'à l'époque, il n'y avait pas de VIH. Et tous les articles que j'ai pu consulter montrent que les chances de survie chez l'adulte, c'est une interaction entre la génétique du sujet et la mycobactérie. Je dirais c'est un espèce de... Monsieur Drancourt va me dire... Monsieur Lapalisse n'aurait pas dit mieux, Krubitsky. D'accord ? Il y a une interaction effectivement entre la bactérie et la génétique, mais vous avez des réactions qui sont très différentes. Les principaux signes qui s'installent progressivement sont de la fièvre, un malaise général, des maux de tête, c'est une méningite, parfois des paralysies qui peuvent ne pas être très sévères. Les complications les plus fréquentes sont une diminution de la vue, des bourdonnements d'oreilles et une surdité, notamment lorsque la base du crâne est atteinte. Ensuite, au XIXe siècle, et surtout au début du XXe siècle, vous avez eu énormément de discussions pour savoir si on pouvait guérir d'une méningite chronique. Et il y a beaucoup d'auteurs qui disent oui, on peut guérir d'une méningite chronique. Je pense qu'aujourd'hui, qu'avec les moyens d'investigation qu'on a, on parlerait plus de rémission que de guérison, si vous voulez. Mais la fièvre disparaît et en revanche, la surdité persiste.
Le diagnostic différentiel, c'est les méningites récurrentes qui sont liées à des trous, si vous voulez, notamment, par exemple, vous pouvez avoir des déhiscences au niveau du tegmen tympani, et ces déhiscences au niveau du tegmen tympani peuvent envoyer des foyers infectieux régulièrement, et c'est le diagnostic différentiel. Chez Joachim du Bellay, qu'est-ce qui se passe? Adolescence, recueil de poésie de l'eau vive, je vois faisant un cri non entendu entre les fleurs de sang amouronnées, pâle dessous l'arbre, pâle étendue. Et en fait, on peut se demander, si vous voulez, si ces fleurs de sang, pâle étendues, ne signent pas, si vous voulez, chez lui l'arrivée de la tuberculose. Alors ça a été un peu discuté, certains auteurs voyant dans les fleurs de sang des roses qu'il aurait offert à son ami, mais enfin, a posteriori, ça pourrait être ça. De façon plus intéressante, et de plus certaine, quand il a la vingtaine, d'accord, il écrit un recueil de poésie à la sœur du roi, et il lui dit « Sans que la maladie ou autre obstacle n'ait pu détourner mon esprit de cette entreprise ». Donc, il annonce, si vous voulez, qu'il y a certainement une maladie qui commence à l'avoir atteint. Et là-dessus, si vous voulez, on va avoir, d'une part, certains de ses poèmes, sur lesquels je reviendrai, notamment La complainte désespérée, et notamment, 6 mois avant de décéder, il écrit à son Pilate, c'est-à-dire son ami, son frère, si vous voulez, une élégie en latin qui raconte sa vie. Et donc, il va lui décrire sa vie, qui va être ensuite publiée, je dirais, une fois qu'il sera décédé. Donc, on a cette complainte du désespéré qui prestera la parole à la douleur qui m'affole, qui donnera les accents à la plainte qui me guide, et qui lâchera la bride à la fureur que je sens. C'est comme ça que ça débute, si vous voulez. Mais ensuite, il dit « La tiède humeur de mes os, que l'herculienne flamme, ayant le don de sa femme engravé dessus le dos. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, la tiède humeur de mes os, c'est la fièvre qui le brûle jusqu'aux os. C'est ce que ça veut dire au XVIe siècle. Et notamment, l'herculienne flamme, c'est parce qu'on le reverra, ils étaient très attachés à la mythologie. En fait, Hercule avait eu une toison qui avait été jetée sur lui et qui l'avait rendu, je dirais, qui lui a fait très mal et qui lui avait rendu un peu, on dirait aujourd'hui, très fiévreux, si vous voulez. Ensuite, il dit « Fichant d'aiguilles cruelles, mes entrailles émoellent », d'accord? En fait, ça veut dire quoi? La traduction, c'est, la translation, c'est « qui prend au cœur, à la poitrine, au souffle ». Donc là-dessus, donc il a lutté pendant 2 ans avec ces éléments, et ensuite, laissez ma poitrine cuite et traîner à votre suite 1000 tragiques sanglots. Donc sa poitrine cuite, c'est véritablement, il n'en peut plus de tousser, si vous voulez. D'accord? Et il met, qui perd le vermeil de son teint, souvenez-vous, la mine grise, d'accord? Et de mon pâlissant village, la vive couleur s'éteint. Donc on est véritablement dans une description, si vous voulez, de la tuberculose telle qu'elle existait au XIXe siècle. Et à ce moment-là, il va commencer à parler de sa méningite chronique. D'accord? Dans les signes, et il va donner des signes qui sont les signes classiques que je vous ai présentés. L'éternelle tempête qui brouille dedans ma tête, 1000 tourbillons enclos, je veux dire. Ça, il a des maux de tête avec des acouphènes, etc. Bon. Et ensuite, il n'entend plus, d'accord? Je ferme la porte au doux gosier des oiseaux, le long silence, il séjourne dans sa tête. Donc, il est sourd. Ce que confirmons, c'est contemporain. Et ensuite, autre signe classique de la méningite chronique, c'est l'insomnie, d'accord? Et là, il le dit, mais où le mal qui me réveille ne permet que je sommeille, donc il n'arrive plus à dormir, donc insomnie. Il a tous les signes de la méningite chronique décrits au XIXe siècle. Et il a des problèmes de vue, une languissante nue me signe déjà la vue, d'accord? Et il en donne d'autres, il en rajoute, et qu'il fera sur ma face une larmoyante trace couler 2 ruisseaux de pleurs. Je vous l'ai dit, dans la méningite chronique, il y a un œil sec et une absence de larmes. Et ensuite, il va donner d'autres signes qui ont été décrits dans la méningite chronique à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, qui sont parfois la dépression. D'accord? Ainsi, avec noire mine, remâchant d'un souci grave. La noire mine, si vous voulez, on a les psychiatres aujourd'hui qui parlent de noire mine quand on a une dépression, d'accord? Mais la tristesse profonde, d'heure en heure, acquiert nouvelle vigueur. Donc on est face à un sujet qui, en fait, est en train de décrire, si vous voulez, sa dépression. Et ensuite, il y a des idées décrites bien au XXe siècle, si vous voulez, des idées de persécution chez certains sujets. Et lui, il dit, pourquoi la terre est longue, mais pourquoi tout le monde conspirait pour me fâcher? D'accord? Donc il a véritablement un tableau, si vous voulez, complet de méningite chronique, et il va faire une rémission de sa méningite chronique, et
Ronsard va la chanter, c'est son ami. Ronsard la chante. Mortes sont les fièvres cruelles qui rongeoient ses chères moelles. Son œil est maintenant pareil aux fleurs que trop les pluies baignent, envieuses de leur vermeil. D'accord ? Sa fièvre est tombée, ok ? Il reste sourd en grande partie, et il a de nouveau des larmes, donc ça va mieux, si vous voulez. Et donc là, il part pour Rome. Et à Rome, si vous voulez, sur le chemin de Rome, donc il fait ses 1600 km, il y a quelque chose qui a heurté les médecins depuis longtemps, si vous voulez, et que, je dirais, connaissant le diagnostic, une fois qu'on est diagnostic, c'est quand même plus simple de discuter. Hein. Et qui a pu être, que j'ai pu reprendre, c'est qu'il part pour Rome, il va faire une attaque, et dans cette attaque, en fait, il va écrire 2 poèmes fameux, d'accord, qui sont en la fureur de sa fièvre et de la saignée qui lui ôta la fièvre, d'accord. Et alors, on s'est toujours dit, vous savez, depuis Molière, oui, la fameuse saignée, ça c'était bon pour faire mourir le malade, d'accord. Et on peut se demander comment il a pu être, je dirais, sauvé par une saignée. En fait, la saignée, si vous voulez, ça sauve les patients de façon miraculeuse, c'est ce qu'il décrit, dans un cas qui est celui de l'œdème aigu du poumon, d'accord. Et en fait, il fait une surinfection bronchique, et il fait certainement un œdème aigu du poumon, et c'est simple, puisqu'il dit qu'il a une forte sensation d'étouffement, une angoisse comparable à l'ardeur du maugréant thébain, Hercule, qui après avoir revêtu une tunique empoisonnée, subit de terribles souffrances qui le conduisent à la mort, et surtout, il a ce vers qui avait laissé, je dirais, les médecins et les historiens sur leur faim, mais qu'une fois qu'on connaît le diagnostic, est simple à interpréter, ce mongibel qu'horrible je dégorge, le mongibel, c'est le mongibello en italien, ça veut dire l'Etna, d'accord. En fait, il sort de la lave, il fait un œdème aigu du poumon, avec de la mousse rose qui sort de sa bouche, et il est sauvé par la saignée. Il arrive à Rome, où son oncle avait certainement, où son oncle avait demandé de le rejoindre, d'accord. Et au début, ça va aller, puis après, son état va se détériorer. Et 1558, 3 ans avant son décès, mon cou est roide, ma nuque vacille sous un poids excessif. Alors, c'est un signe classique de méningite chronique. À ce moment-là, je ne sais pas il est retombé sur sa méningite chronique, mais en tout cas, vous vous souvenez de cette lésion cervicale tuberculeuse. Ce type de lésion, quand on relit les ouvrages, c'est 3 ans avant le décès, en principe. Et donc là, on est en fait, au moment, 3 ans avant le décès, où il développe sa tuberculose osseuse cervicale, il écrit ce vers « Ma nuque vacille sous un poids excessif ». Il va décéder dans la nuit du 1er au 2 janvier 1560. Je vous renvoie à mon bouquin pour les questions des dates qui sont intéressantes. Grabataire, les médecins ne peuvent plus rien pour moi, 6 mois auparavant. Et vous vous souvenez, il meurt, je vous ai déjà dit de la façon suivante, il devait entendre avec ses yeux, etc. Ça, c'est durant les 6 derniers mois, et puis il meurt paralytique. Alors, on peut se poser la question, quels furent ses traitements, si vous voulez, parce qu'on est quand même, ce qui est intéressant pour nous, en tant qu'historiens, si vous voulez, c'est de penser qu'en fait, là, on a une première description d'un sujet qui a une tuberculose et une méningite chronique, une description qui va dans les détails, quoi, je veux dire. Elle est du XVIe siècle. C'est la première description aussi ancienne, avec autant de détails qu'on ait. Et ça montre qu'au XVIe siècle, on avait des patients qui avaient des tuberculoses et des méningites chroniques absolument semblables qu'au XIXe siècle. A posteriori, ce n'est pas étonnant. Mais encore, faut-il le démontrer, si vous voulez. Donc il avait cet élément, et on peut se demander, mais s'il a survécu longtemps, c'est que peut-être il était bien traité, si vous voulez. Je veux dire, il a eu des circonstances favorables. Je vous rappelle qu'il était dans le premier entourage royal et papal. Premièrement, il va à Rome, d'accord, où il était suivi par les meilleurs médecins du moment. Ses meilleurs médecins du moment, avec qui il avait une relation quasi quotidienne. Ça se voit dans ses regrets, qui est un ouvrage de poèmes, il dédicace de nombre de ses poèmes à des médecins de son entourage, qu'il appelle très familièrement. Donc, si vous voulez, il avait une relation quotidienne avec eux. Il avait un très bon environnement tout au moment de sa vie. Dès qu'il est à Rome, il a une eau potable, d'accord, il a des sanitaires. Donc ça, c'est important pour quelqu'un qui va connaître une fin de vie de grabataire, si vous voulez. Il a d'excellents médecins. Les meilleurs médecins étaient à Rome. Pourquoi ? C'était comme les apothicaires. Ils étaient près du pape. Dès qu'il y avait quelque chose de nouveau, pour les apothicaires, on l'envoyait au pape. Les médecins, c'était pareil. Et médecin j'ai oublié le terme, il était suivi par les médecins du roi dans le cloître de Notre-Dame. Il s'intéresse, c'est quelqu'un qui s'intéresse à sa maladie. Ça, c'est intéressant, si vous voulez, pour nous. On a beaucoup de patients qui s'intéressent à leur maladie aujourd'hui.
1549, Ambroise Paré. Il y a deux osselets que certains comparent à une enclume et un marteau. L'oreille moyenne. D'accord. Et là, pour l'IHU, qui est connu pour ses publications, maître, d'accord, c'est la première mention d'une découverte scientifique qui est d'abord annoncée en poème avant de l'être dans un ouvrage scientifique. 1549, Ambroise Paré dit qu'il y a deux osselets dans l'oreille moyenne, et lui, 1556, Joachim du Bellay, les trois petits os qui sont à cet effet en nos temples enclos. Joachim du Bellay savait, avant qu'on en repart dans un traité scientifique, 5 ans plus tard, qu'il y avait trois osselets dans l'oreille moyenne. Alors là, il y a eu une grande littérature, si vous voulez. Comment pouvait-il être au courant de tout ça, d'accord? En fait, il s'intéressait énormément à sa maladie, et il avait vu des médecins qui étaient en Italie, et parmi ces médecins qui étaient en Italie, certains faisaient des dissections publiques, et il y en avait un qui avait dû décrire ces trois osselets de l'oreille. Alors ensuite, il les a décrits, mais ensuite ça a été repris par un autre qui a voulu publier à sa place. On est dans un truc qui est complètement d'actualité, si vous voulez, mais toujours est-il que lui, au milieu, en parle dans ses poèmes, et donc c'est la première fois, si vous voulez, on a une découverte scientifique d'importance, annoncée par un poète, avant qu'elle ne soit dans un ouvrage scientifique. Preuve, pour ce qui nous intéresse, que c'était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à sa maladie et qui essayait de comprendre pourquoi il était devenu sourd. D'accord. Le vécu de sa maladie, d'accord. Le vécu de sa maladie, on l'a dans quelques poèmes, d'accord. En fait, on voit que quand il va être allongé pendant 2 ans, d'accord, un engrenage s'installe avec la douleur qui engendre la dépression, et cette dernière, à son tour, exacerbe la souffrance. Mais la douleur véhémente qui maintenant me tourmente, pour entrer en ma pensée le trait d'un plus juste émoi, si vous voulez. Donc il va souffrir, et en même temps il va développer une dépression, et plus il déprime, plus il va souffrir, si vous voulez. C'est un enchaînement qui est malheureusement connu. Et quand vous souffrez beaucoup, le seuil de tolérance aux vicissitudes du quotidien s'efface, d'accord. Et lui, c'est son cas, il arrive à le décrire. Pourquoi tant s'augmentent les malheurs qui me tourmentent, désespérés d'avoir mieux? Ou pourquoi les accroître, par trop les vouloir connaître? Suis-je tant ingénieux, d'accord? Il se fait du souci pour soi, et en même temps, si vous voulez, ça devient une épreuve. Et il se demande si, par mégarde ou ignorance, pourquoi il est malade. Et ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup nos patients aujourd'hui, si vous voulez. Les patients aujourd'hui, ce sont des patients de tous les temps. Et Joachim du Bellay, je dirais, sa modernité, c'est d'avoir écrit qu'il était un patient de tous les temps, d'accord. Mais pourquoi je suis malade? Est-ce que j'ai fait du tort à quelqu'un? Il s'interroge. Si mes innocentes mains pures de sang et rapides inclinent à rompre les droits humains, d'accord. Et c'est un martyr. Il devient, et c'est comme chez beaucoup de nos patients, si vous voulez, vous avez d'abord une phase d'interrogation, d'accord, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et ensuite, par rapport à nos patients, vous avez la culpabilité et le remords qui vont s'instaurer. D'accord. Divine majesté haute, d'où me viennent sans ma faute tant de remords furieux. D'accord. Donc il se demande pourquoi lui, apparemment innocent des grands péchés de ce monde, doit porter ce fardeau, si vous voulez. Donc il souffre vraiment et il se demande ces éléments. Le vécu de sa maladie, d'accord. Donc on peut le reprendre. Alors ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que le vécu d'une maladie grave de la maladie, c'est-à-dire par exemple l'annonce d'un cancer grave chez nos patients, d'accord. Vous avez toute une succession d'éléments qui vont se passer, et cette succession d'éléments, les gens vont devoir faire finalement le deuil de leur vie courante pour accepter la maladie. D'accord. Et ça n'a été décrit par Elisabeth Kübler-Ross qu'en 1976. Or, en fait, Joachim du Bellay, dès 1552, le décrit, si vous voulez. Une affection sournoise imputée à sa constitution fragile. Ne suis-je pas, Morel, le plus chétif du monde? Il dit, si je suis malade, c'est parce que je suis chétif. D'accord. Ensuite, se heurter à la réalité de son état, immobilisé, confiné au lit. Je vous ai passé les vers, ça. Période de souffrance aiguë et de profond désespoir, vous l'avez vu, on en a parlé. Phase de révolte, on l'a vu. Et maladie est finalement acceptée. Il accepte sa maladie. Sans qu'on sache d'ailleurs, c'est une résignation ou affirmation de la vie, parce qu'il était profondément chrétien. La simple chose qui n'intervient pas chez lui, c'est qu'à l'inverse de certains patients et patients d'aujourd'hui, il ne semble pas traverser de phase de déni. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il dit « je ne suis pas malade », puis c'est rien. D'accord. Ça, il ne la traverse pas, cette phase de déni. On la retrouve chez pas mal de nos patients, mais lui, il ne la traverse pas. Alors, ces traitements, Hippocrate, au XVIe siècle, régnait encore en maître, si vous voulez. Donc, pour lui, ce qui était important pour Hippocrate, c'était l'air, les aliments, les boissons, le sommeil, les passions de l'âme, dont l'activité sexuelle, pour certains,
et c'était essentiel dans le maintien de la santé. Donc, il part à Rome à la demande de son oncle, qui est second de l'Église catholique, et tous les auteurs, si vous voulez, ont insisté sur le fait que s'il partait à Rome, c'est parce que son oncle avait demandé, etc. En fait, quand on relit son oncle, il n'a jamais eu confiance en lui. D'accord, jamais eu confiance en lui, mais en revanche, il l'aimait profondément. D'accord. Et donc moi, je me suis toujours demandé s'il n'avait pas été envoyé par son oncle à Rome, parce que lui, il disait, écoute, là-bas, on a les meilleurs médecins, quoi. C'est-à-dire, ça va bien s'arranger. Et donc, il va changer d'air, il va à Rome, et même quand il est à Rome, il fuit une jeune femme, donc un poème en latin, tu habites une bien belle maison, superbe, somptueuse, magnifique, ouverte à tous, mais que j'habite dans un lieu si ouvert quand souffle le vent du nord-ouest, le médecin ne l'approuve pas. Donc là, il est dans la tradition hippocratique, si vous voulez. D'accord. C'est-à-dire que si c'est un mauvais vent, la femme l'attire beaucoup, mais il va rester chez lui. Ne rigolez pas, Esclasson. Ensuite, aliments, boissons, chez Jean du Bellay, second de l'Église catholique à Rome, qui disait, mais vivre à Rome coûte merveilleusement cher, mon ami. D'accord. Ce n'était que festin, boissons, etc. Donc ils avaient une nourriture qui était abondante, qui était riche, et autres. Donc ça, c'est important pour les tuberculoses. Et l'activité sexuelle, je vous l'ai mis, ça c'est pour, je dirais, pour rigoler, parce qu'il en profitait quand même, si vous voulez. Soit plus encore que tu tâtes ses seins jumeaux, que Cupidon fit de ses propres mains, et que tu connaisses ces joies que nous avons connues, transportées de bonheur, et pas une seule nuit, tandis qu'elle me caressait, me réchauffait dans ses bras souples, tandis qu'elle murmurait et chuchotait doucement, tandis que sa langue vibrait, que par des techniques variées, elle se livrait à des jeux effrontés, d'accord. On comprend qu'il avait suivi les préceptes d'Hippocrate. Ces traitements, plus ces éléments, si vous voulez, à un moment, il dit cette phrase qui était restée ignorée, si vous voulez, des historiens, parce qu'ils n'avaient pas pris compte de la maladie de Dubellay, il dit « Notre tête se glace ». Et en fait, Dubellay se refusait à parler en poésie comme tout le monde. D'accord. Donc il voulait, et il le dit franchement, il faut dire « Notre tête se glace » plutôt qu'on a de la glace sur la tête, si vous voulez. En fait, la glace sur la tête, c'était le traitement à Rome et à Paris pour ceux qui avaient des maux de tête, des céphalées. Vous aviez des glacières, où on allait chercher de la glace, où on gardait de la neige en hiver, on la mettait sur les gens pour leurs maux de tête. Donc ça, au moins, on sait il en dit, déjà notre tête se glace, il écrit à Jean de Morel, déjà notre tête se glace, et Jean de Morel comprend qu'en fait, il a vraiment mal à la tête et qu'on est en train de lui mettre des pains de glace sur la tête. Et alors, il a été embaumé, on lui a fait une couronne, si vous voulez, on a rejeté des éléments sur lui, et en fait, curieusement, dans son embaumement, dans son sarcophage, les spécialistes ont surtout retrouvé de l'hysope et de la sauge. Alors, c'est des éléments qui étaient connus, qu'Ambroise Paré utilisait pour embaumer, ça faisait partie des éléments qu'on retenait pour les embaumements, mais curieusement, si vous voulez, c'était aussi les deux éléments principaux utilisés pour le traitement de la tuberculose. L'hysope soulage les troubles respiratoires et digestifs, associé à la sauge, en huile, en sirop ou dans une préparation alcoolique, elle atténue les maux de gorge. On peut se demander, il décède en janvier, si Ambroise Paré ou ses aides ne sont pas utilisés, ce qu'ils avaient sous la main, si vous voulez, dans la maison du cloître Notre-Dame. C'est la première mention connue dans la littérature des soins palliatifs, d'accord. 6 mois avant son décès, rechute de sa maladie, sa violence n'admit plus qu'on applique un traitement, d'accord. Donc, 6 mois avant son décès, il dit qu'il n'y a plus de traitement, qu'il ne veut plus voir de médecin, et donc il va décéder chez lui, entouré de son ami, d'accord, Claude de Bizet, qui était son amant, entouré de son ami, de sa sœur, qui va s'occuper de lui, certainement, d'une des frères du cardinal Jean du Bellay, et certainement d'une garde-malade. Donc il va arrêter les traitements, la médecine ne peut plus rien pour moi, 6 mois avant. Première mention connue des soins palliatifs dans la littérature. Conclusion, si vous voulez, de cet exposé, je serai presque dans les temps, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut en tirer, d'accord. Ce qu'on peut en tirer, si vous voulez, c'est que quand on réfléchit à l'œuvre de Du Bellay, ça a été de l'art-thérapie. C'est-à-dire que véritablement, il s'est mis, dans ses poèmes, si vous voulez, à décrire sa maladie, etc. Ensuite, ce qu'on sait, et ce que j'ai pu démontrer, c'est que tout ce qui concerne sa maladie, à l'exception de la complainte du désespéré, n'a été publié qu'après sa mort. La saignée, etc. D'accord. Jean de Morel, la lettre qu'il envoie à Jean de Morel, n'est publiée qu'après la mort de Du Bellay. D'accord. Ronsard, avec qui il a vécu, si vous voulez, publie du vivant de Du Bellay, quand il a une rémission, de la rémission d'un mien ami. 3 mois après son décès, Ronsard republie l'ouvrage, enfin le poème,
de la rémission de Joachim du Bellay. Donc il fallait cacher la maladie. Il fallait cacher la maladie pourquoi? Parce que si on savait que vous étiez malade, de toute façon, vous n'aviez plus de mécène. D'accord. Le roi, etc., dans la tête, les gens faisaient déjà leur deuil de vous. Donc il fallait le cacher, si vous voulez. Et ce qui fait que, si vous voulez, il n'y a que depuis 1966, avec Canguilhem, d'accord, qu'on sait qu'être malade, c'est vraiment pour l'homme vivre d'une autre vie. Et ça, je crois que c'est ce qu'il faut se souvenir, si vous voulez, pour nos patients. C'est-à-dire que quelqu'un qui est malade, vous ne pouvez pas dissocier sa vie de sa maladie. D'accord. Ça fait un tout. C'est Canguilhem qui l'a montré. Or, en fait, si vous voulez, avant, ça a été nié par tous ceux qui ont étudié Joachim du Bellay. Regardez, Verdun Léon Saunier, 1951, celui qui justement était l'élève de Chamard. Avant, il a eu deux vies, celle du malade et celle de l'homme de l'être. D'accord. Donc on n'imaginait pas qu'elles pouvaient être des choses qui pouvaient être mêmes. Et il n'y avait qu'un médecin, et c'est peut-être ce qu'il a à retenir ici à l'IHU, si vous voulez, celui qui avait diagnostiqué sa tuberculose, qui en 1931 avait osé dire cette souffrance est immanente dans les vers qui sont aujourd'hui sa gloire. D'accord. Et donc je crois que c'est, à mon avis, au sein de l'IHU, pour terminer cette conférence, qu'on peut retenir aujourd'hui, si vous voulez, c'est que du Bellay a été étonnamment moderne, parce que c'est quelqu'un, en fait, il n'a pas écrit sur la modernité. D'accord. Il ne savait pas qu'il écrivait sur la modernité. C'est nous qui pouvons dire qu'il écrivait sur la modernité. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a décrit sa maladie, d'accord. Et il a décrit avec des signes qui nous permettent d'une part de faire le diagnostic, mais d'autre part de voir comment il l'a vécu. Et ensuite, l'erreur à ne pas commettre, ce serait de voir chez nos malades, si vous voulez, qu'il y a deux parties, un homme sain et puis à côté un homme malade, et que l'homme sain pourrait continuer, si vous voulez, à vivre sa vie, à écrire ses lettres, et puis qu'à côté il serait malade. Tandis qu'on sait que depuis Canguilhem, et depuis Joachim du Bellay, qu'être malade, c'est vraiment pour l'homme vivre une autre vie. Je vous remercie.